Bonjour à tous. Quelles sont les innovations majeures en Afrique? Quelles sont les technologies émergentes des pays de la Méditerranée? Où en est ce hub de start-up entre l'Europe et le continent africain? Je reçois aujourd'hui l'organisateur d'Emerging Valley qui s'est tenu cette semaine à Marseille. Et puis on débriefera de l'actualité avec les commentaires solides de deux experts de la tech, d'un point de vue juridique et d'un point de vue de l'éducation. On parlera notamment de cette question des GAFAM au sein de l'école ou encore du nouveau SAV hyper local lancé par Free et même de la protection des lanceurs d'alerte dans la cyber, ce qui est une excellente nouvelle, on est d'accord. Ensuite, on aura rendez-vous avec un hôtel, le premier hôtel immersif d'Europe, peut-être pour préparer votre week-end. Et on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web? Mais d'abord, on parle d'Emerging Valley, ce hub d'innovation entre l'Europe et l'Afrique. Le jeudi, dans Smart Tech, c'est le débrief de l'actu. Ce débrief aujourd'hui avec deux commentateurs solides et leur point de vue acéré. Gérard Haas, maître Haas. Bonjour, avocat, coprésident de l'association Les Jurisnautes. Marie-Christine Levet. Bonjour Marie-Christine, présidente cofondatrice d'EduCapital. Donc on va débattre ensemble de ce qui agite la tech cette semaine. Mais d'abord, je vous propose d'écouter celui qui fait l'actualité aussi cette semaine. Il s'agit de Samir Abdelkrim. Vous êtes le fondateur, n'importe quoi, pas cofondateur, c'est vous qui avez monté ça tout seul, Emerging Valley, un événement qui s'est tenu cette semaine, mardi dernier, je crois précisément, à Marseille, et qui est un rassemblement autour de l'innovation, de ces startups qui viennent du continent africain, mais même de l'ensemble des pays de la Méditerranée. Tout à fait. C'est tenu le 29 novembre au Palais du Pharo, à Marseille, vraiment au bord de la Méditerranée, qui a rassemblé en présentiel et en distanciel 2000 participants venus de 74 pays et qui a rassemblé une grande majorité de start-up africaines. Et alors, si ça se passe à Marseille, c'est qu'il y a la volonté donc de créer un lien entre ces pays de la Méditerranée et ces deux continents que sont l'Europe et l'Afrique. Pourquoi est-ce que ça vous semble important qu'il y ait des passerelles comme ça entre ces continents? Tout d'abord parce que je suis Marseillais, c'est pas anodin dans le choix de la ville, et aussi parce que ça fait partie de l'ADN de ce territoire. Au plan historique, géographique, j'ai même presque envie de dire géopolitique, de jouer ce rôle de plateforme, de porte, de hub de l'innovation entre le continent africain et le continent européen. Et c'est aussi un petit clin d'œil du calendrier. Marseille a été sélectionné par la Commission européenne comme étant finaliste du prix e-Capital pour être la capitale européenne de l'innovation. Et Emerging Valley s'est tenu juste avant l'annonce finale qui aura lieu le 7 Et puis décembre. Marseille, c'est aussi un port très stratégique. Beaucoup de câbles internationaux arrivent sur les plages de Marseille, donc c'est une plateforme importante. Qu'est-ce que l'Europe et l'Afrique ont à s'apporter mutuellement? Alors, vous faites bien de le dire, parce que la semaine dernière, effectivement, il y a eu le câble qui fait le tour de l'Afrique, qui vient d'être relié à Marseille au niveau de la connectivité. Ce que sont venus dire les startups africaines et les débats qui nous ont vraiment passionnés tout au long de cette journée, c'est qu'avec la guerre, notamment en Ukraine, apparaissent les dépendances, les interdépendances et les enjeux de souveraineté entre les deux continents qui sont partagés. Souveraineté alimentaire, et on a eu des débats très forts avec des startups de l'agri-tech africaine qui sont venues proposer des solutions. Souveraineté énergétique, et il y a eu un grand temps fort autour de la résilience énergétique, de la souveraineté énergétique grâce au digital. Et là, l'innovation frugale venue d'Afrique peut servir ici en Europe pour affronter un peu la situation que nous vivons. Et puis la question, bien entendu, du financement et la co-innovation. C'est ce concept vraiment que Emerging Valley veut porter. Donc il y a des interdépendances aujourd'hui, on va dire géopolitiques, on a des alliances qui sont évidentes, mais dans le domaine de la tech et de l'innovation, pour l'instant, ça reste juste au niveau des velléités, ou il y a des choses qui se construisent? Il y a des choses qui se construisent de manière très concrète. Alors déjà, chaque année, après chaque édition d'Emerging Valley, un très grand nombre de startups africaines s'implantent concrètement déjà sur le territoire marseillais. Par exemple, sur l'ouverture d'Emerging Valley, on a remis des labels à près de 6 startups africaines qui ont ouvert des bureaux dans les incubateurs marseillais. Ça, c'est quelque chose de très concret, qu'on peut mesurer, qui est tangible. C'est le fait que de plus en plus d'entreprises africaines viennent innover
en France et en particulier Donc, ce qui apporte une dynamique de croissance sur le continent européen. Et de l'autre côté de l'autre côté, nous, ce qu'on veut promouvoir comme vision, c'est qu'on doit sortir des schémas, je dirais, de l'aide pour être dans l'investissement et même un peu plus loin, le co-investissement et la co-innovation. La co-innovation, c'est quoi? C'est par exemple la Société du Canal de Provence, qui est vraiment un fleuron du territoire en termes de gestion de l'eau, va en Afrique pour apporter son savoir-faire, mais aussi pour apprendre de ce qui se passe, par exemple, au Sénégal, en matière de gestion des ressources, notamment en situation de rareté. Parce que les problématiques que rencontrent aujourd'hui les agriculteurs au Sahel, au Sénégal, avec le réchauffement climatique, vont se déporter sur le sud de la France. Et donc, on prend ce coup d'avance en s'inspirant de solutions frugales grâce au digital. Par exemple, une start-up sénégalaise. On a organisé un débat entre une start-up sénégalaise et la présidente de l'Institut de recherche pour le développement sur l'agritech. Et cette start-up sénégalaise nous expliquait que grâce à l'intelligence artificielle, grâce aussi aux drones, elle s'appelle Tolbi, cette start-up, ils arrivaient à donner aux petits agriculteurs sénégalais, notamment dans les zones les plus reculées, aux petits fermiers, aux petites coopératives agricoles, la capacité, grâce à l'information qu'elles reçoivent sur des petits devices, la capacité d'augmenter très fortement leur rendement. Et lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, et ça a été très bien dit hier lors des débats, le continent africain, 80% des importations de blé, par exemple, ça vient d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie. Ouais. Donc il faut sortir de ces schémas. Et on voit que les startups sont une partie de la solution, que ce soit en matière d'intermédiation et aussi en termes de chaîne de valeur. Près de 40% de la production agricole africaine, quelque part, part à la poubelle parce qu'on n'a pas les moyens d'assurer cette chaîne de valeur, cette chaîne de production. Et la technologie, grâce à une meilleure circulation de l'information, permet d'optimiser un certain nombre de process. Et puis, il y a des innovations sur lesquelles, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, il y a vraiment un coup d'avance en Afrique. Je pense au mobile, où c'est vraiment mobile first. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à regarder ce qui se passe du côté des États-Unis. On lorgne aussi du côté de la Chine en se disant le commerce de demain, social commerce, ça se passe plutôt façon TikTok. Bon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique d'intéressant à observer? Et quels sont aussi les enjeux, là où vraiment il y a des paliers à passer? Oui, alors c'est très intéressant parce que justement sur une session avec la métropole Aix-Marseille-Provence, on a parlé justement de ce terme qui est un peu tarte à la crème, c'est le leapfrogging, c'est le saut de grenouille. C'est comment est-ce qu'on passe directement au mobile sans passer par le téléphone filaire. Ouais. Et on est dans la rupture. Par exemple, on avait sur notre plateau, sur notre session avant-hier, donc au Palais du Pharaon, une start-up tunisienne qui vient de lever 1 million d'euros, Cumulus, qui produit de l'eau avec de l'air, à partir de l'air, grâce à des panneaux solaires. Et cette start-up, aujourd'hui, elle apporte une solution absolument disruptive pour les territoires qui sont sujets à la sécheresse, par exemple, pour l'agriculture. Alors, il n'a pas pu amener son device avec nous, mais il a levé, il y a quelques semaines, 1 million d'euros auprès d'investisseurs internationaux. Et là, on est vraiment dans quelque chose, on est presque un peu dans le futur. C'est de la rupture. Ouais. Et cette innovation africaine, vu l'intensité des contraintes, et cette contrainte génère de l'innovation. Et parce qu'on est dans un territoire, sur des territoires où il y a des problématiques infrastructurelles en matière d'éducation, d'agriculture, d'énergie, en matière aussi de santé. La e-santé africaine est vraiment un secteur qui est en pleine explosion. Les startups e-santé africaines. D'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que le principal réseau e-santé du territoire, qui s'appelle Eurobiomed, qui a participé à nos débats, va faire un partenariat avec des startups africaines pour pouvoir s'inspirer de technologies de rupture e-santé africaines qui pourraient demain s'implanter et s'expérimenter en France, en Europe, à commencer par le territoire Aix-Marseille. Donc sujet autour de l'agriculture, de l'innovation, sujet autour de la santé et de l'éducation. Est-ce qu'il se passe des choses intéressantes? Parce que vous avez une représentante du premier fonds européen d'investissement dans les technologies innovantes pour l'innovation, pour l'éducation, et le futur du travail. Justement, on a fait une session sur l'EduTech et comment la technologie, alors c'était un peu plus large, c'est EduTech, LegalTech et CivicTech. C'est comment la technologie peut redonner du pouvoir aux citoyens.
et notamment en Afrique. Et ce qu'on a vu, par exemple, c'est une start-up qui s'appelle Justice Net, qui en fait permettait aux citoyens africains de connaître leurs droits, de mieux connaître leurs droits grâce au téléphone mobile et donc de s'auto-informer. Et on avait aussi ça va intéresser Maître As aussi. Ça va vous intéresser, absolument. Ça vous intéresse. Et nous avions aussi une entreprise, c'était assez intéressant parce qu'elle avait co-développé cette solution avec Monaco. Donc c'est une entreprise africaine, nomade, qui, pareil, fait de l'éducation pour les enfants africains grâce au téléphone mobile. Et ça permet aussi de pallier un manque infrastructurel en matière, par exemple, d'équipement scolaire, en matière d'école. Et là, on voit à quel point, alors moi ça me fait, effectivement ça fait réfléchir parce que vous citiez TikTok, on est dans l'innovation que je trouve assez futile. Là on est dans l'innovation essentielle, l'innovation pour l'impact, l'innovation qui est véritablement tournée vers la résolution de problématiques fondamentales. On n'est pas du tout dans comment je vais optimiser mon petit algorithme pour faire un peu plus de vues sur TikTok. On n'est pas du tout dans ça. On est dans l'humain. Et c'est l'Internet au service de l'humain et non pas l'humain au service de l'Internet. Et donc, si on veut s'intéresser à la techno à impact, il faut regarder du côté du continent africain. Merci beaucoup, Samir Abdelkrim, fondateur d'Emerging Valley, Emerging Mediterranean également, et auteur de Startup Lions, qui est un livre donc qu'on a étudié ensemble dans Smartech il y a quelques années maintenant déjà. Mais oui, c'est déjà la 3e saison de Smartech. Absolument. Allez, c'est parti pour le débrief de l'actu. Pour débattre de l'actu, aujourd'hui, j'ai convié Marie-Christine Levet, présidente et cofondatrice d'EduCapital. Je rappelle que c'est le premier fonds d'investissement dédié au futur de l'éducation et du travail. Bonjour Marie-Christine à nouveau. Bonjour. Maître As également avec vous pour commenter cette actualité. Donc avocat et coprésident des Jurisnotes. On rappelle que vous organisez des procès fictifs qui nous projettent dans le futur et nous permettent de nous interroger sur l'impact de ces innovations demain. Quelles questions juridiques cela posera. Procès des Jurisnotes qui s'est tenu il n'y a pas longtemps, auquel j'ai assisté, qui était super. C'était le sujet quels sont les droits qu'on accordera demain à un enfant qui naît au-delà de l'atmosphère. Alors, l'actualité aujourd'hui, d'ailleurs, on va en parler également avec Samir Abdelkrim qui est resté en plateau avec nous, le fondateur d'Emerging Valley. L'actualité, on va commencer par l'école. L'école doit-elle apprendre à davantage se passer des GAFAM ? Marie-Christine, c'est une question pour vous, évidemment. Alors, vaste sujet. Alors, vous savez que moi, depuis quelques temps, j'avais d'ailleurs écrit un livre blanc sur préserver notre souveraineté éducative et attention aux GAFAM, et en alertant les pouvoirs publics sur le fait, attention, si on ne crée pas une filière EdTech française, les GAFAM vont se précipiter dans nos salles de classe. Et c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, faute finalement d'outils français de filière. Finalement, peut-être pas faute d'outils, mais faute d'outils performants en tout cas. D'outils et de formation des profs. Mais et les professeurs se sont jetés sur les GAFAM et on a créé des classes sur YouTube, et des groupes de parents sur WhatsApp, etc. Parce que ce sont des outils qui fonctionnent. Et j'avais dit attention, attention. Donc cette annonce de Papendai de dire on ne veut plus que Microsoft et Google rentrent dans les salles de classe, nous on est plutôt pour parce que ça va favoriser une EdTech française. Mais encore faut-il que l'on ait une filière. Parce que si on n'a pas d'outils alternatifs... C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut faire sans aujourd'hui les GAFAM ? C'est bien de demander à l'école, mais nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, on les utilise, tous ces outils. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans parce qu'on n'a pas de filière EdTech française. Il faut vraiment développer une filière pour pouvoir se passer des GAFAM. Parce que les gens utilisent les GAFAM parce que ce sont des outils très bien faits, qui ont nécessité beaucoup d'heures d'ingénieurs, etc., et qui sont très ergonomiques et qu'on utilise dans sa vie privée. Mais oui, on peut se passer de GAFAM. Les ENT sont un bon exemple. À un moment donné, il y a une volonté... Les espaces numériques de travail. Espaces numériques de travail. Il y a une volonté politique forte de dire, voilà, on crée un marché des ENT et on équipe toutes les écoles des ENT. Et heureusement qu'on avait des ENT pendant la continuité pédagogique, parce que sans ENT, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Et il y a eu cette volonté politique forte. Il y a eu des marchés publics qui ont été attribués et on a quelques sociétés qui finalement fournissent ce sujet. Mais elles ne font pas tout. Et aujourd'hui, il faut vraiment... Mais des outils de classe virtuelle en France, on en a. Des outils de
partage de documents, on en a, mais il faut pouvoir créer un marché. Et aujourd'hui, c'est encore trop compliqué. Et puis il faut que ces startups elles puissent accéder à ces marchés publics oui, aussi. Et qu'il y ait un marché public. Aujourd'hui, ces startups, il y a 500 startups françaises dans les tech, donc on a de quoi avoir des remplaçants à des GAFA. Mais ces startups sont trop petites, elles vont trop de subvention en subvention, et on n'a pas un réel marché public, des commandes publiques qui se sont installées. Donc oui, à l'arrêt des GAFAM, sachant que l'annonce de Papandai pour l'instant est assez vague. Hein. On ne sait pas quand, c'est sur du renouvellement, etc. Ouais. Mais sur le fond, oui, mais si on ne crée pas de filière, ça ne sert à rien. Et au contraire, ça va désavantager les professeurs. On va aussi rendre hommage au député Philippe Latombe, qui porte ces questions, qui a reposé des questions au gouvernement, qui sensibilise énormément sur ce sujet de la souveraineté numérique. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'échéance pour l'instant qui est fixée par l'éducation nationale. C'est juste dans le collimateur, on a Google, Microsoft, on se dit qu'il faut quand même qu'on arrête d'être trop dépendant de ces acteurs du numérique. Pourquoi ? Ça pose quel problème, Maître Haas, juridiquement ? Oui, d'abord sur le fond. Parce que est-ce qu'on peut faire sans ? Il y a des réponses qui sont proposées. Oui. Mais il n'y a pas de réponses qui sont proposées. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Et déjà, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que le numérique se bâtit sur les usages. Et donc, il y a déjà un premier point qui est très, très important autour de ça. Il faut faire mieux et beaucoup mieux. Et alors, où on peut faire mieux ? Justement, c'est que dans l'éducation, on a des mineurs. Et les données des mineurs, ce sont des données sensibles. Et là, on a en fait, si vous voulez, une arme juridique très très forte, qui est le règlement général de la protection des données. Et donc, on demande des garanties à tout. Et on a eu le cas avec Zoom notamment, qui était important en disant, mais attendez, est-ce qu'ils assurent en fait ce transfert des données ? Aujourd'hui, il est illicite de transférer des données vers les États-Unis sans avoir des accords réciproques. Donc, il y a des moyens, si vous voulez, aujourd'hui, de pouvoir revenir là-dessus en faisant mieux et en protégeant mieux aussi. Et puis, il y a un autre argument qui est avancé, c'est la concurrence déloyale. C'est-à-dire, comme ce sont des offres gratuites qui sont mises entre les mains d'enfants, justement, ça les habitue à des outils qui, plus tard, seront des outils peut-être qu'ils utiliseront dans leur vie adulte. Oui, parce que tous ces GAFAM, leur modèle économique, c'est un modèle publicitaire. C'est un modèle de donner gratuitement les outils pour déjà créer de l'addiction, créer des utilisateurs qu'ils auront toute leur vie, et ensuite revendre les données et avoir un modèle publicitaire de targeting d'audience. Et c'est un modèle publicitaire qui ne doit pas rentrer dans l'école. On enchaîne avec notre deuxième actualité. Celle-ci, c'est pour vous, Maître Haas. On va parler de Sorare. Sorare, donc, c'est une licorne française dans ce monde du Web3, des jeux de cartes virtuelles de joueurs, de football qu'on peut s'échanger, on peut participer à des tournois. C'est très sympa, ça cartonne, sauf que d'un seul coup, là, c'était dans le viseur de l'autorité nationale des jeux qui s'est dit, mais après tout, n'est-ce pas un jeu d'argent ? Alors c'est une question qui est très délicate dans la mesure où en fait le transfert et l'acquisition de cartes se fait par des NFT. Oui. Et des NFT, ce sont des actifs numériques. Donc, si vous voulez des actifs numériques... Il peut y avoir des gains en crypto-monnaie. Et il peut y avoir des gains en crypto-monnaie. Oui. Donc, en fait, le problème, c'est que les sanctions en droit pénal, là-dessus, il faut qu'il y ait un texte qui le prévoit. Or, le texte, il est fait sur l'argent, sur des moyens financiers. Donc, est-ce que le NFT peut être considéré comme étant un moyen financier ? Donc, il y a un débat autour de ça, face à l'engouement et puis face à l'addiction, puisque Sorare, en fait, touche une population qui est quand même relativement jeune. Donc, effectivement, il y a un débat. Alors, adulte quand même. Adulte. Pour l'instant, il y a une zone grise et, si vous voulez, on ne peut pas sanctionner quelque chose qui n'est pas prévu par la loi. Voilà. Donc, et l'extension est délicate. Donc, il y a eu un député qui a proposé, en fait, un projet de loi pour venir renforcer un petit peu, si vous voulez, ce mouvement et considérer que lorsqu'il y a des jeux y compris avec des NFT et qui peuvent être monnayables, eh bien, ça pourrait être considéré comme un jeu d'argent. Marie-Christine, une réaction là-dessus, parce que là, ça embête un peu une pépite française, alors on est gêné aux entournures, quoi. Oui, mais quand même, à un moment donné, la pépite française doit respecter les mêmes règles. C'est quand même pas très juste que la Française des Jeux et le PMU qui paye, je pense, beaucoup d'impôts en France et qui donc participe à beaucoup de services publics, soit sous le viseur de l'ANJ et pas des acteurs qui sont dans le même jeu. Donc il faut quand même avoir la même loi pour tout le monde. Il faudrait une loi, oui. Alors là, pour l'instant, ils disent, bon, on va attendre un peu. Oui, Sorare fait évoluer son offre avec davantage de gratuité pour plus rentrer dans ces questions moins
rentrer dans ces questions d'argent, mais enfin, on imagine que quand même, il va falloir trouver une réglementation autour du Web 3 gaming. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Si on veut que les startups soient vraiment des gros acteurs de la vie publique, elles doivent avoir les mêmes règles que les autres. Parce autrement, on les laisse petites à côté, etc. Donc il faut vraiment appliquer les mêmes règles à tous. Et c'est compliqué parce qu'il ne faut pas non plus tout de suite les plomber dès la naissance. Mais ce rare, bon, ça va. Voilà, ce rare, ça va. Enfin, surtout, il y a quelque chose de très intéressant derrière ça, c'est que le NFT, ça montre que ça marche, qu'il y a derrière ça tout un mouvement. Et ça dépasse même les cryptoactifs. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le marché a dégringolé, mais les NFT sont toujours présents. Oui. Donc il faut suivre ça de très très près. Il y a un marché très important et c'est bien que l'on ait des acteurs français qui se positionnent là-dessus. Oui, et peut-être que ça va les renforcer effectivement d'adopter une réglementation et peut-être même d'être pionnier dans une nouvelle réglementation. Les mettre dans les mêmes cours et avec les mêmes règles. Ouais. On enchaîne avec notre troisième actu, c'est l'opérateur Free qui invente le SAV hyper local. Ça s'appelle Free Proxy. Marie-Christine, vous avez travaillé dans les télécoms, vous connaissez bien ce secteur. Est-ce que pour vous là, on est devant une révolution ou je pense que c'est une très très belle initiative de Free parce que le service client, c'est la première demande des consommateurs. Aujourd'hui, on dirait que tous les fournisseurs d'accès proposent des services plus ou moins semblables. Le pain point qui reste encore, c'est souvent la connexion. Ma connexion ne marche pas, ma connexion a un panne. Et c'est une très très belle initiative de Free de proposer ce service. Jusqu'à maintenant, au début, Free n'était pas dans cette règle-là. Et là, ça les fait vraiment... Ils étaient déjà dans la cour des très grands, mais ça les fait encore plus rentrer dans la cour des très grands. Donc là, on parle vraiment de micro-équipes, de dizaines de personnes. Mais alors, vraiment en proximité. Alors, toutes les localités ne sont pas couvertes, évidemment, pour l'instant, mais je crois que ce sera 50% des abonnés Free qui seront couverts par ce service d'ici à 2023. Donc des petites cellules qui sont disponibles 7 jours sur 7 de 8h à 21h et qui répondent en 15 minutes. Et qui peuvent intervenir dans les 2 heures, au pire dans les 24 heures. Donc c'est vrai que ça semble assez magique, mais est-ce que vous pensez que les autres opérateurs peuvent suivre ? Alors déjà, je pense que ça répond à un énorme besoin, parce qu'avec le télétravail, quand même, les gens sont de plus en plus chez eux, ont besoin d'une connexion qui fonctionne. Quand sa connexion ne fonctionne pas, c'est terrible. Donc je pense qu'ils ont vraiment vu juste en se disant, voilà, avec cette généralisation du télétravail, où finalement, à la maison, on a son bureau, on a vraiment besoin de cette fonctionnalité. Et donc le service micro-local, où on peut appeler, c'est vraiment, je pense, la première demande. Je me rappelle, dans toutes mes années de fournisseurs d'accès Internet, c'était la premier pain point, première demande des clients. Donc est-ce que les autres pourront suivre? C'est quand même un gros investissement. Oui, mais Free a toujours eu une plus grosse agilité. Donc ça a été leur marque de fabrique et qu'ils la mettent en pratique dans le service client. Je pense, une très belle initiative. Maître A, ça va faire baisser les plaintes, ça, chez vous? Il y aura moins de gens qui vont venir se plaindre des opérateurs? Je suis pas sûr, mais je suis pas sûr. D'abord, moi, je trouve que c'est un formidable phénomène d'annonce. Parce qu'on sait aussi que les services de cet opérateur n'étaient pas tout à fait à la mesure de ses promesses. Donc déjà, il y a un premier enjeu. Deuxièmement, c'est un phénomène qui se fait sur 3 villes. Donc c'est pas il y a presque un mensonge dans l'affirmation proxy Free. C'est simplement sur quelques villes, 2-3 villes exactement. Et ensuite, il y a toujours cette fracture numérique qui fait qu'il y a des zones qui seront toujours mal desservies et il n'y aura pas de service là-dessus. On fait tout simplement dans les grandes métropoles, autour des grandes métropoles et autour des villes. Donc c'est les campagnes, etc. On connaît déjà. Il faut laisser le temps du déploiement quand même. Oui, mais on connaît. Vous avez raison, mais on connaît aussi l'histoire avec Amazon. Amazon s'est servi des relais de la Poste pour aller dans les zones qui étaient mal desservies et développer ses entrepôts dans les grandes villes, là où le marché était le plus juteux. Donc il faut voir et je vous dis, on risque d'avoir pas mal de plaintes à la suite de ça. 21 millions d'abonnés quand même, Free. Donc c'est vrai que l'enjeu du SAV hyper local, c'est très très ambitieux, quoi. Une réaction peut-être là-dessus? Ce que je dirais, c'est que effectivement Pardon? Je dis c'est surtout dans les grandes villes. Concentration des abonnés. En tout cas, sur le continent africain, la question des zones blanches et des déserts numériques, c'est un vrai sujet. La question de la logistique du dernier kilomètre, ça c'est vraiment un concept de last mile, c'est vraiment un concept terrain en Afrique. Aujourd'hui en France, vous savez que Free est aussi implanté un opérateur important qui compte au Sénégal. Pourquoi pas aussi peut-être qu'ils s'inspirent aussi de cette agilité avec leur présence au Sénégal pour voir cette co-innovation se déployer en France. C'est quelque chose qu'il faut regarder je pense, de près et voir comment ça peut évoluer.
Alors, 4e actu que je voulais vous faire commenter, c'est désormais, on a un dispositif pour les lanceurs d'alerte cyber. Excellente nouvelle, ça, Maître Haas. Merveilleuse nouvelle. On peut s'interroger quand même parce qu'il y avait déjà la possibilité de saisir la CNIL et de faire des plaintes. Et on complète cela. Alors, moi, je peux vous dire qu'il y a le côté de travers. C'est qu'on va avoir des lanceurs d'alerte qui vont attaquer véritablement les entreprises en se groupant et en multipliant les annonces auprès de la CNIL en disant c'est pas conforme au RGPD. Et donc, il va y avoir... Est-ce que ce dispositif peut encourager, parce que, je veux dire, ce type de pratique, il peut déjà exister aujourd'hui. Simplement, le problème, c'est que quand on était lanceur d'alerte, donc quand on s'apercevait de failles et qu'on avait envie de les déclarer, on se mettait en danger juridiquement. La CNIL avait un service, quand vous allez sur le site, vous voulez faire une plainte. En fait, ce qu'il y avait avant qui était demandé, c'est qu'il fallait être en relation avec l'entreprise ou le responsable de traitement qui était jugé comme étant défaillant. Et il fallait montrer que l'on n'avait pas respecté son droit d'accès ou qu'on n'avait pas émis un consentement. Alors que là, on peut le faire directement auprès de la CNIL. Dès lors que l'on pense ou que ça pourrait être probable, potentiellement. Et il y a une garantie de secret sur l'identité du lanceur d'alerte qui est assuré par la CNIL. Oui, alors ils se regroupent en collectif et en fait ils n'ont pas tellement envie d'être dans le secret et de cacher leur identité. Ils veulent justement montrer que ce sont des white, j'allais dire, people. Ça dépend lesquels. Nous on reçoit Damien Bancal régulièrement qui vient nous alerter sur des failles de données. Il travaille, il essaye de bien travailler avec la CNIL. C'est pas si simple. Bon. Si vous voulez, il faut toujours regarder quel est l'intérêt, pourquoi, quel est leur objectif derrière tout ça. Je dis que ça va fragiliser un peu plus les entreprises aujourd'hui dans des actions, et les problèmes de ces actions collectives aujourd'hui, ça va créer des contrôles et c'est quand même quelque chose. Ces failles de cybersécurité, il faut quand même qu'on les trouve et qu'on les colmate. Moi, je pense qu'il y a un énorme enjeu de formation à la cybersécurité. Les entreprises, les jeunes, etc. Aujourd'hui, on est très peu formés à la cybersécurité. Ouais. On a très peu d'experts en cybersécurité en France. Et donc, il y a un énorme enjeu dans notre secteur d'éducation. On regarde vraiment ce sujet avec intérêt parce qu'il y a un énorme enjeu de former dans les entreprises et avoir aussi des spécialistes de cybersécurité, d'avoir des écoles de cybersécurité et d'avoir vraiment un énorme enjeu de formation de tous les salariés et des DSI. Et Capital, vous êtes positionné sur ce sujet. Oui, c'est vraiment un sujet d'intérêt pour nous. Ça, c'est une nouvelle tendance qui est très intéressante, c'est qu'on parle aujourd'hui dans le monde de la cyber, de la sensibilisation collaborative. Et donc, effectivement, ça génère d'impliquer tous les acteurs. Et on sait aussi qu'il faut 7 fois informer et sensibiliser pour arriver à faire comprendre les choses. Donc, il y a une vraie tendance qui est intéressante. On va voir maintenant un petit peu sur ce phénomène d'alerte. Il était aussi intéressant que la CNIL s'intéresse à ces questions de lanceurs d'alerte parce que, rappelons, que c'est grâce à des grands lanceurs d'alerte sur le numérique qu'il y a eu des changements. À Slange, notamment avec Wikileaks. On a eu ensuite le phénomène avec Snowden et puis aussi avec Chelsea. Donc on voit très bien que le numérique... Et Frances Haugen aussi. Voilà, absolument. Donc on voit le numérique est vraiment un moyen d'aller au plus près des réalités et de dénoncer des choses qui ne sont pas acceptables. Alors, je voulais aussi vous interroger sur les actus que vous aviez repérées, mais Marie-Christine, il y a Educatech, le grand salon des EdTech qui se tient cette semaine. Voilà, donc Educatech, c'est un salon de 3 jours dédié aux innovations EdTech. Donc c'est un beau salon pour l'EdTech française où toutes les startups viennent présenter leurs produits. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des délégations ministérielles dans le salon. Donc tant mieux, très bien. Ce que j'espère, c'est que d'année en année, les ministres, quels qu'ils soient, passent devant les stands de toutes les startups et disent c'est formidable ce que vous faites. Et c'est vrai que c'est formidable ce qu'elles font là. J'espère que ce formidable se traduira par une réelle commande publique. Et nous, on porte l'idée d'avoir un chèque EdTech ou une carte bleue EdTech qui soit donnée à tous les professeurs et les équipes pédagogiques pour vraiment acheter le produit dont ils ont besoin. Ou directement via les professeurs. Qu'on soit à un moment donné, qu'on décentralise un peu ce système d'éducation qui est aujourd'hui très centralisé, qu'on donne que les budgets soient donnés aux collectivités, qui les ensuite répartissent dans les établissements et
de laisser vraiment la liberté pédagogique gagner, et que le professeur choisisse vraiment l'outil dont il a besoin, et c'est ce qui marche dans les pays nordiques. C'est une des raisons pour lesquelles les pays nordiques sont toujours en avance, toujours dans les premiers dans les classements d'éducation, c'est qu'il y a énormément de liberté pédagogique accordée à l'enseignant, qui a un rôle clé. Alors nous, sur le Salon des maires, on était présents avec la chaîne Bismart et Smartech. On a reçu la représentante du réseau national des EdTech qui dit que cette idée avance quand même pas mal. Et d'ailleurs, ils étaient assez présents. Je trouve qu'ils étaient assez visibles sur le Salon des maires. Oui, mais c'est clé. Quand on veut aujourd'hui vendre à l'école primaire, il faut vendre à la mairie. Ce qui rend les choses très complexes pour les startups d'EdTech, parce qu'il y a 36 000 communes. Donc, on a touché 36 000 communes. C'est compliqué. Donc, il faut utiliser du numérique et une plateforme pour faciliter les achats. Maître Haas, votre actualité de la semaine. Moi, je trouve que c'est l'ARCOM qui épingle TikTok. Ouais. Et alors, dans votre émission, on montre toujours un petit peu les dérives. Il faut faire attention, se méfier des GAFAM. On se rend compte aussi que c'est pas que les Américains. Il y a les BATX aussi. Et voilà, il y a les BATX. Et donc TikTok, c'est un très bon exemple. D'autant plus que ça continue. C'est les jeunes qui utilisent vraiment TikTok. Et on se rend compte que finalement, il y a un certain nombre de problèmes, puisque ce sont des données sensibles. Donc au niveau de la protection, parce que ce sont beaucoup des mineurs, le contrôle de la majorité numérique n'est pas fait sur TikTok. Et puis, il y a ce transfert de données vers la Chine avec des garanties qui ne sont pas suffisantes par rapport à des données sensibles. Alors après, TikTok est très américain aujourd'hui. Oui, mais c'est intéressant et ça nous prépare 2023 et juin 2023 avec l'arrivée du DMA. Et donc là, aujourd'hui, en fait, c'est vrai que toutes ces plateformes, mais il n'y a pas que TikTok, il y a aussi, l'ARCOM a épinglé Twitter, Google, Amazon, elle aura signalé pas mal de choses, mais on prépare, si vous voulez, le DMA qui va faire qu'il pourra y avoir demain des sanctions. Et donc, c'est une alerte qui est mise en place. J'espère qu'ils vont l'entendre. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas faire confiance à ces plateformes. Donc, il vaut mieux mettre en place des règles. Développer nos innovations. Pour l'instant, du côté de l'Afrique, le sujet de la souveraineté se pose ou pas ? Oui, la souveraineté numérique, c'est un sujet absolument crucial. Et là encore, je prêche, moi, pour ce concept de co-innovation. L'Europe et l'Afrique sont justement prises en étau avec d'un côté les géants numériques de la Silicon Valley, de l'autre côté ces géants, ces BATX, ces géants numériques asiatiques. De la Chine, Il y a une place alternative à prendre et ça ne peut passer que par une alliance numérique entre l'Europe et l'Afrique. Le continent africain est en train d'exploser en termes de démographie, en termes d'usage du numérique. Le continent européen doit absolument se tourner vers son sud pour co-innover et pourquoi pas faire émerger ensemble un grand champion euro-africain, afro-européen du numérique. Merci. Et francophone. La francophonie, ce sera 750 millions de locuteurs, principalement sur le continent africain. Merci à tous les trois. Marie-Christine Levet, présidente cofondatrice d'Educapital, Maître Haas, coprésident de l'association Les Jurisnautes et Samir Abdelkrim d'Emerging Valley. À suivre la découverte d'un hôtel immersif. Pour cette deuxième partie de l'émission Smartech, votre émission dédiée au numérique et à l'innovation, sont restés avec moi en plateau Marie-Christine Levet, présidente cofondatrice d'Educapital, Maître Haas, avocat et coprésident de l'association Les Jurisnautes, pour notre interview. Je vais l'appeler l'interview week-end, c'est une interview loisir. On va découvrir un hôtel immersif, le premier d'Europe, avec Guillaume Béchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Grand Magic Hôtel, premier hôtel immersif d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un hôtel immersif ? Il a ouvert ses portes en octobre, c'est tout récent. Alors, il a été rénové. C'est un hôtel qui existe depuis quelques années, qui a été repris par le groupe Schroeder. On a fermé, comme beaucoup d'hôtels, pendant le Covid. On a eu la chance que nos investisseurs et le groupe Schroeder puissent quand même faire les rénovations. Donc c'est un hôtel qui est rénové du sol au plafond. On a fait les chambres, les 396 chambres pendant le Covid. J'ai eu la chance de profiter de cet hôtel vide pour rénover les chambres. Et ensuite, on a rouvert l'hôtel en juillet 2021 pour poursuivre les rénovations des parties communes, en fait. Donc du bar, de la réception, du restaurant, de la partie séminaire, à partir de novembre 2021. Et on a. Et alors c'est là donc que vous avez décidé Exactement. de travailler le concept de l'immersion.
On a travaillé le concept avec une société qui s'appelle Moment Factory. Ouais. Donc des Canadiens très sympathiques qui nous ont créé en fait le programme d'immersion. Donc pour faire très simple, hein, c'est beaucoup d'écrans. Un système de taille assez impressionnante. Là, on voit des images d'ailleurs. de taille assez impressionnante. Donc là, vous avez le bar, par exemple, le Grand Magical Bar, très clairement. Donc c'est des colonnes. Vous avez 9 écrans sur chaque colonne, avec tout un système de mondes en fait. On fait voyager les clients par différents mondes. Là, vous avez par exemple le French Garden, qui est tout au long de la journée. À partir de 18h, vous avez Monsieur Maurice, qui est l'hôte de notre hôtel. C'est un personnage fictif. On est près des parcs Disney. Donc on continue à faire rêver les gens sur ce... Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Maurice? C'est quoi l'ambiance? Il emmène les gens voyager dans les mondes différents. Donc, vous avez le French Garden que vous venez de voir sur le bar. Vous avez le Water Palace, qui est un monde immersif autour de l'eau. Vous avez le Sky Gallery, qui est un monde immersif autour du ciel. Et vous avez le Forest Pavilion, qui est un monde immersif autour de la forêt. Donc c'est vraiment pour emmener les gens. Monsieur Maurice arrive avec son petit ascenseur et il fait visiter les gens d'un monde à l'autre. Est-ce qu'on se déplace? Est-ce qu'on a une action? Ou c'est pour l'instant, on est juste baigné dans des paysages de manière passive? En fait, il arrive avec son ascenseur. Vous avez tout un show control en fait qui nous a été créé par Moment Factory et Lightbox qui fait tout un système de son et lumière. Prenez un verre au bar et vous avez toute une immersion sonore, visuelle. Et ça vous permet d'être dans ces mondes différents et qui vous accompagnent. Et toutes les 20 minutes, en fait, vous changez de monde. Et il y a tout un show contrôle qui vous amène dans ce monde. Et pendant 10-15 minutes, vous profitez de plusieurs frescos sur les écrans. Donc vous êtes vraiment dans une immersion visuelle et sonore par rapport à ce qu'on peut proposer, quoi. Et alors, quelle est la prouesse technologique là? Alors la prouesse technologique, c'est, moi j'appelle ça le serveur FBI. On a 7 ou 8 serveurs qui s'occupent de la vidéo, du son et de la lumière. Moment Factory a bossé pendant 3-4 semaines sur l'intégration de ce projet pour justement que tous les écrans soient calés à la virgule près, au niveau de l'éclairage, de l'intensité. On a une société de serrurerie aussi qui s'est occupée de la structure métallique pour supporter tous ces écrans, qui sont assez lourds aussi. On a mis une vitre spécifique pour éviter le reflet, par exemple, puisque de jour... on a quand même un hôtel qui est très lumineux, donc il faut quand même profiter de ce projet. C'est vrai que c'est un hôtel de nuit, hein, quand même, quand il fait nuit, le projet. Ça me fait penser ce que vous dites, ça me fait penser à la prouesse technologique à l'époque du château de Versailles, avec le Palais des Glaces qui était composé de plein de miroirs. C'est un peu ça. Ouais. Et en fait, vous en prenez plein la vue. On a été accompagné aussi sur la partie déco par Maison numéro 20 et Oscar Renault qui nous a créé un peu l'écran de toute cette technologie. Donc voilà, toute cette petite mayonnaise a fait que le projet il est très joli, immersif, premier hôtel immersif d'Europe. Grâce à toute cette société. Et alors, je parlais de l'inauguration en octobre. Donc, vous avez des clients là des premiers clients qui ont des retours à faire sur cette expérience. Comment ça s'est passé? Ça snap en fait. Ah oui. Ce qui se passe clairement, c'est que les gens... Ça va directement sur Snapchat, sur TikTok. Les gens arrivent dans une réception qui est Grand Hôtel, Monsieur Maurice, le queue de pie, la jolie moustache. On est dans un écran plutôt cocooning, rouge, Grand Hôtel. Donc les gens ont cette approche-là. Ils passent dans ce qu'on appelle le passageway, donc de la réception au Magical Bar. Et c'est là où la magie opère. Et les gens, en fait, ils passent leur vie à... Mais alors, on peut venir dans votre hôtel sans y résider? Parce que c'est à côté de Disneyland, c'est ça? Avec grand plaisir. C'est à côté du parc Disneyland. C'est à Manilong, ouais. Important donc aussi. juste pour boire un verre et assister au spectacle, en fait. Ouais. Alors, le mieux, c'est vrai que c'est de venir le soir, puisque c'est là où les 3 mondes supplémentaires... Il faut payer une entrée? C'est comme un spectacle?
Non, c'est c'est comme un un hôtel. spectacle, mais il est Mais gratuit c'est pour un ceux hôtel. qui viennent manger. D'accord. Bon, très bien, Important voilà. aussi de dire que c'est Tetris qui a monté ce projet. C'est des gens avec qui j'ai beaucoup bossé. Moment Factory, maison numéro 1 et Tetris, plus Schroeder, on a essayé de faire en sorte que ce projet, on n'a pas essayé puisque le projet il est en place et il fonctionne très bien. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, ça fait une visite de plus, si on On veut, vous attend pour ce avec week-end. grand Guillaume plaisir. Béchard, directeur général du Grand Magic Hotel. Merci À suivre dans Smart Tech, la rubrique Où va le web ? On va apprendre pour cette dernière partie à travailler dans les métavers, travailler et collaborer dans les métavers avec Eva Bensadi. Qui a dit que le métavers devait forcément être en 3D ? Et oui, pourquoi les salariés qui télétravaillent dans le métavers doivent-ils forcément le faire avec un casque de réalité virtuelle ? Une autre approche, celle du 2D et du bon vieux navigateur web, a su convaincre certaines organisations. Le métavers, vous le savez, commence à faire son entrée dans le monde de l'entreprise avec le développement du télétravail. Les managers y voient l'opportunité de communiquer avec leurs collaborateurs, messages instantanés ou même effectuer des réunions. Mais je vous le disais, ici on est loin de l'univers virtuel et immersif à la méta. Il n'est ni question d'espace immersif, ni de NFT, ni de blockchain. D'ailleurs, on se croirait plutôt dans le monde rétro des jeux vidéo comme Zelda ou encore des Sims. Mais alors, pourquoi ces entreprises font-elles le choix du 2D ? Parce qu'aujourd'hui, la 3D immersive est encore trop complexe d'un point de vue technique et surtout, elle coûte plus cher. Certaines études démontrent même que travailler dans un univers de ce type peut créer de la fatigue physique, mentale et n'améliore d'ailleurs pas forcément la productivité. Or, la productivité, c'est le nerf de la guerre des organisations. Il y en a un qui l'a bien compris, c'est l'éditeur français Jamspot, spécialiste des réseaux sociaux d'entreprise. Il a sorti cette année un nouveau produit, un métavers collaboratif baptisé Jamspot.land. Il prend la forme d'une carte en 2D avec le village dans lequel on arrive quand on se connecte. On y trouve aussi des espaces de coworking et on se déplace évidemment avec son avatar. L'idée, travailler efficacement tout en renouant le lien avec ses collègues de manière ludique. D'autres plateformes existent évidemment, à l'instar de l'américain Gazer ou du français Lemverse. Le bureau est ici un jeu vidéo de Super Nintendo, tout en pixels et vu du ciel. C'est un peu différent puisqu'on laisse de côté la productivité et on se retrouve dans les couloirs du métavers pour discuter comme on le fait en temps normal en entreprise. On le voit, les usages et les pratiques business du métavers restent encore à créer et on risque de découvrir encore plein de façons de l'utiliser. Un métavers pour le travail sans fioriture, on n'en est pas loin déjà aujourd'hui. Ça existe. Ouais. La société Manzala, qui est une des pionnières dans la réalité virtuelle en France, a créé un produit qui s'appelle TeamU, qui est vraiment un produit de bureau virtuel. Alors ça peut se faire avec des casques ou en 2D, ou alors ça remplace totalement le Team ou le Zoom où on voit son collègue dans une petite vignette. Là, on peut vraiment se promener dans le bureau, aller parler à son collègue, s'asseoir à sa salle de travail. Son collègue est assis à son bureau avec son petit avatar, et c'est vraiment assez bluffant. Donc ça existe et ça peut être... c'est le futur proche parce que tout le monde ne l'a pas, mais ça existe déjà. Non, et surtout, ça remplacera le Microsoft Teams et le Zoom qui est vraiment très démoralisant. Alors, d'abord, ça existe, mais en plus, il y a tout un écosystème qui est en train de se bâtir autour de ça. Je peux donner 4 exemples, si vous voulez. On a organisé une course automobile dans le métaverse, des courses hippiques. On a également une course cycliste et on a fait une assemblée générale dans le métaverse. Donc, on peut travailler et beaucoup d'entreprises aussi, dans le distanciel, trouvent un moyen de se coworking pour créer en fait de la valeur. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut suivre de très très près et c'est un futur. Donc, Eh bien oui, et puis demain, l'hôtel immersif sera peut-être un hôtel dans le métavers, qui sait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Guillaume Béchard, directeur général de Grand Magic Hotel, à Maître As et Marie-Christine Levet de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de l'émission. Smart Tech, ça continue sur la chaîne Bismart. Vous pouvez nous retrouver aussi en replay et en podcast.